C'est parfait, la petite musique avant de commencer. Eh bien, merci à toutes et à tous de vous être connectés aujourd'hui. Nous avons donc aujourd'hui les débuts d'un nouveau cycle qui est organisé par l'Observatoire de TZ. Et ces nouveaux cycles se consacrent donc aux questions d'inclusion, handicap et santé. Donc, trois sujets qui peuvent en faire un, mais qui peuvent aussi en faire un séparément à chacun d'entre eux. Alors, peut-être commencer par dire que cette question est une question qui a toujours été présente dans les travaux de l'Observatoire et notamment au sein de l'expérimentation. Et une de premiers travaux qu'on a fait au niveau de l'association, mais aussi en partenariat avec les collègues du Fonds d'expérimentation et les territoires. Et donc le travail qui est mené depuis le début de l'expérimentation avec la GFIP, qui a permis justement qu'on puisse aujourd'hui avoir des référents handicap, travailler sur l'adaptation des postes et mieux appréhender cette question de l'handicap et l'inclusion au sein de l'expérimentation. Euh, Peut-être vous dire et vous partager, si jamais vous l'avez pas encore dans vos cordes, les documents qui montrent donc les enseignements de ces partenariats. Et donc c'est un travail qui avait été réalisé en 2025 pour identifier voilà ce sur quoi nous avons pu travailler dès le début de l'expérimentation et notamment sur l'année dernière pour faire avancer la question de l'inclusion, l'adaptabilité, etc. Un travail aussi qui a été porté par l'association qui était donc un groupe des travails qu'on appelait les groupes de travail inclusion. C'était un travail collectif avec 5 autres associations et réseaux avec qui nous travaillons aussi depuis désormais très longtemps. Des réseaux nationaux pour renforcer notamment la coopération en faveur de l'inclusion professionnelle des personnes privées durablement d'emploi en situation de handicap. Donc, ces groupes de travail a produit un rapport que nous partageons avec des bons pratiques qui est aussi disponible sur notre site et que vous pouvez consulter. Donc, je vous mets les références sur la boîte des dialogues pour que vous l'ayez à côté. Donc, des réseaux avec qui on a travaillé. Donc, il y avait Handicat, l'APF, l'ADAPT, UNAPEL. Donc, c'est important de mentionner ce travail de réflexion collective que nous avons développé donc pendant bonne partie d'année 2024-25. Des partenariats aussi diversifiés, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur le projet, mais on a aussi rejoint d'autres démarches. Et vous allez voir le rapport de ces démarches avec le webinaire d'aujourd'hui. Donc, une première dont je parlerai, c'est une démarche que nous avions fait en 2021. Donc, vous voyez, ça date maintenant. Qui avait donc pour but à travers des témoignages, aller enquêter sur les risques de la santé au chômage. Et donc, c'est un travail que nous avions porté avec SNC, Solidarité Nouvelle du Chômage, la Cravate Solidaire et Force Femmes. Donc, on était 4 associations. Chacune s'adressait à des publics, on va dire, différents. Et collectivement, donc voilà, on a récupéré les témoignages des personnes qui ont voulu participer de ce travail-là. Et on a alerté sur le risque de la santé qui représente le chômage. Et c'est quand même quelque chose que nous travaillons depuis désormais longtemps. À la suite de ça, et justement parce qu'il y avait pas mal de témoignages qui nous sont interpellés par rapport à ce sujet, il y a une autre démarche qu'on a fait cette fois-ci avec une vingtaine de réseaux, parmi des réseaux qui s'adressent aux personnes en recherche d'emploi, mais pas que, aussi des réseaux spécialisés
pour l'accompagnement des personnes en situation de précarité, des pauvretés, etc. Et à suite de quoi on a créé donc un collectif qui s'appelle le collectif Parole des chômeurs. Et donc là, voilà le lien avec le travail des Dominique et d'Anne-Marie. Ces collectifs Parole des chômeurs, donc qui s'est constitué avec ce travail que je vous mets dans la boîte des dialogues également, nous a permis de publier le livre blanc Parole des chômeurs. Et dans ce livre blanc, vous allez retrouver des nombreux témoignages sur les questions liées à la santé et au handicap, mais pas que. C'est-à-dire que notre objectif, c'était aussi de se dire, bon ben voilà, comment est-ce que, à travers ces témoignages, on crée aussi d'autres options d'accompagnement, d'inclusion vers l'emploi, etc. Et donc, c'est le fruit de ce travail de réflexion collectif que nous avons publié en 2022. Et donc, c'est là que nous avons eu la chance donc de faire le rapprochement avec Anne-Marie et Dominique Huillier, puisque en 2024, si ma mémoire me fait pas défaut, vous me corrigez si je me trompe, il y a donc la parution de votre ouvrage Santé au travail, parole de chômeur. Donc, voilà, Anne-Marie montre l'ouvrage à l'écran et qui est faite aussi donc avec un territoire sans chômeur parmi les terrains travaillés qui était donc BAM. Et puis d'autres partenaires, donc c'était un énorme travail des partenariats avec la GFIP, aujourd'hui France Travail, et puis SNC, etc. Enfin d'autres associations aussi d'accompagnement des personnes privées de règlement d'emploi et sur plusieurs régions. Et donc, il se trouve que c'est là où on a fait ce lien entre le travail porté par la recherche et du coup, cette parole des chômeurs que nous cherchions aussi à faire identifier et à faire entendre. Euh, c'est là où on a commencé à travailler pour la première fois donc avec Anne-Marie et Dominique. Et donc, à la suite de leur travail, vous voyez, on est passé de la santé au chômage et désormais, maintenant, on est sur un principe de travail désirable. Donc, on est passé de quid de ces processus d'intégration vers les travails aujourd'hui où on en est. Et donc, c'est à la suite de cette publication qu'on s'est dit que c'était un sujet qu'on voulait porter collectivement, et donc c'est la raison pour laquelle nous avons organisé donc ce webinaire. Euh, pour ne pas trop tarder avec cette présentation qui commence déjà à être un peu longue, c'est dire que les cycles inclusion proposés par l'Observatoire aura 3 autres webinaires dans l'année. Donc, si vous êtes intéressé, faites-le savoir pour qu'on puisse vous transmettre les informations autant que voulu. Bien, donc un travail désirable, conquérir sa place. Donc, c'est le titre de cet ouvrage. Et il s'agit d'un ouvrage qui est construit donc à partir des histoires de vie, des plusieurs travails des séjours de terrain donc que vous avez fait, du temps passé. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, Dominique et Anne-Marie, je vais vous laisser vous présenter vous-même parce que c'est toujours très engageant de vous présenter et je pense que vos CV sont très longs et vos expériences les sont également. Donc, je vous laisse le soin de faire le choix de comment vous voulez vous introduire et puis de nous expliquer comment elle est la genèse de ces travaux et la méthodologie, pourquoi cette méthodologie de partir, encore une fois, de ces histoires de vie pour aller construire un travail autour de comment est-ce qu'on arrive à faire nos places au milieu du travail aujourd'hui. Donc, je vous laisse la parole. Merci Victoria, merci beaucoup. Merci pour la présentation, merci pour votre participation à tous.
C'est super. On est très contentes toutes les deux d'être avec vous et puis d'avoir l'occasion de vous raconter ce livre qui est aussi un livre où on raconte des histoires. Anne-Marie, tu veux commencer peut-être par te présenter? Oui, bah, rapidement. Donc, j'étais sociologue au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers. Et avec Dominique, on a fait tout un ensemble de recherches qui tournent autour du lien santé et travail. Donc, on vous en parlera tout au long de ce webinaire. Donc, je vais pas insister. Puis, on a publié un certain nombre d'ouvrages qui tournent autour, oui, du handicap, de l'inclusion, mais aussi surtout de la façon dont les personnes qui ont eu vraiment des difficultés liées à la santé, à leur positionnement social, à plein de choses, parviennent en fait à sortir grâce aussi à différents types d'accompagnement, qu'ils soient individuels ou collectifs. Et donc ça va être un peu l'objet de ce qu'on va vous raconter aujourd'hui. Voilà, et donc moi, Dominique Lhuillier, ben, je suis psychologue du travail et je suis professeure émérite au Conservatoire national des arts et métiers. Et comme le disait très bien Anne-Marie, ça fait plus d'une quinzaine d'années qu'on bosse ensemble sur la question du rapport entre santé et travail. Au point de départ de ce livre, il y avait peut-être quand même une observation partagée. On a aujourd'hui une inflation de discours, euh, je dis bien de discours, hein, sur la diversité, l'inclusion, la responsabilité sociale des entreprises. On a aussi de plus en plus de discours et d'injonctions à prendre soin de sa santé, hein, comme si c'était finalement à chacun de gérer son capital santé et de le faire fructifier. Donc tout le monde sait que pour bien se porter, il faut manger 5 fruits et légumes par jour, boire tant de litres d'eau et prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur. Euh, et ça, ces deux genres de discours, on le mettait en perspective avec bah, ce qu'on voit, et pas seulement ce qu'on entend, hein. Ce qu'on voit, ben, c'est un monde du travail qui est sacrément bouleversé et que dans ce monde du travail, il y a de plus en plus de gens qui souffrent, on pourrait dire, d'un travail empêché. Alors, soit parce qu'elles sont privées tout simplement de travail en emploi, c'est-à-dire qu'elles sont au chômage et parfois durablement. Elles sont exclues en raison, ça peut être de l'âge, ça peut être d'une maladie, d'une santé fragilisée, d'un handicap. Elles peuvent être mises de côté et assignées à domicile, hein, parce que quand on n'a plus accès à l'emploi, ben, il reste l'espace privé, essentiellement quand même. Euh, mais quand on dit travail empêché, c'est pas simplement privé d'emploi, ça veut dire aussi privé de la possibilité de faire son activité professionnelle à sa main, si je puis dire. Euh, c'est-à-dire, c'est l'idée que, en fait, ce qui est attendu de nous, c'est essentiellement un travail d'exécution. De, on a des objectifs qui sont fixés, des modes opératoires qui sont fixés, ben, il s'agit d'exécuter. Euh, dans le livre, mais d'une manière plus générale, en travaillant par exemple sur comment est-ce que on se débrouille pour se maintenir en activité professionnelle quand on vit avec une maladie chronique. Parce qu'avec Anne-Marie, on a publié un livre qui s'appelle Que font les 10 millions de malades en 2016. Ou encore comment on arrive au chômage avec une santé fragilisée et comment, dans la longue durée du chômage, on peut tenter de préserver sa santé alors qu'on sait que le chômage longue durée est source de dégradation de la santé. Ça, c'était plutôt l'objet du livre Santé et travail, paroles de chômeurs. Là, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut attraper la question de la construction, déconstruction de la santé par l'analyse du travail en emploi, mais pas seulement, plus globalement, de l'activité, des activités.
On part quand même d'une idée centrale qui est que euh, l'activité contribue à la construction de la santé. L'activité contribue à la fabrique du lien social et du commun, de ce qu'on a en commun. Euh, pour fabriquer sa place sociale, pas simplement une place, quoi, du genre installez-vous sur le strapontin qu'on vous offre, ou du genre traversez la rue et prenez le poste qui est vacant, et puis si possible le plus rapidement possible. Donc la question n'est pas de prendre une place, n'importe laquelle, mais bien de construire sa place parmi les autres. Ben, c'est par l'activité partagée. C'est par l'activité aussi qu'on se transforme, euh, mais aussi qu'on transforme notre environnement ou nos environnements, quoi. Autrement dit, quand on parle d'activité, ça veut dire l'activité propre. C'est pas l'agitation, la bougeotte, le travail d'exécution. Non, activité, ça veut dire activité propre. Euh, à contrario, on va dire que l'activité, elle est empêchée, entravée, refoulée, quand on ne peut pas mettre de soi dans l'activité qu'on cherche à développer. Quand, par exemple, l'activité, elle est contrainte par un cadre qui est trop rigide, euh, quand on n'a pas la possibilité de trouver des marges de liberté qui permettent de singulariser les manières de faire, hein, l'organisation taylorienne du travail, elle laisse des marges de manœuvre très faibles. Et c'est ça aussi qui contribue à expliquer la multiplication des troubles musculo-squelettiques, par exemple. Les gestes répétitifs sous contrainte de temps sont évidemment néfastes pour la santé. Euh, L'activité, elle est entravée aussi quand on a le sentiment qu'on fait du sale boulot, c'est-à-dire on se regarde en train de travailler, puis on se dit non, là, vraiment, j'ai honte de ce que je peux faire, de la manière dont je le fais, des effets produits par mon activité. Quand j'ai le sentiment, par exemple, je travaille dans un EHPAD et que je maltraite les résidents parce que les conditions de travail, l'organisation du travail ne me permettent pas de faire du bon travail. Et puis l'activité, ben, évidemment, elle est entravée quand on est contraint à l'inactivité. Voilà. Donc on a fait un zoom en fait sur, dans ce livre, beaucoup, mais pas que, on a fait un zoom sur toutes les situations de privation d'activité. Bon, quand est-ce qu'on est privé d'activité? On est privé d'activité, par exemple, quand on est incarcéré. Euh, je me souviens d'un détenu qui disait ici, alors c'était une maison centrale, ici on a le choix quand on veut se brosser les dents, c'est à peu près le seul choix qu'on ait d'ailleurs dans la vie quotidienne, si on commence par le côté droit ou le côté gauche du brossage de dents. Sans aller jusque-là, il y a des gens qui sont privés d'activité parce qu'ils sont malades, il y a des maladies chroniques ou ils ont des handicaps. On sait que les personnes dites handicapées ou en situation de handicap sont les premières frappées par le risque de chômage. On va trouver aussi des situations de privation d'activité pour les femmes, notamment quand elles sont sous emprise et empêchées d'avoir accès au monde du travail. Et puis, bien sûr, on a massivement des situations de privation d'activité au chômage, mais aussi pour ce qui concerne les placardisés, c'est-à-dire, par exemple, dans la fonction publique, aujourd'hui, il y a peu encore de licenciements pour inaptitude, contrairement au secteur privé, où il y a une multiplication des licenciements pour inaptitude. Par contre, on a dans la fonction publique beaucoup de personnes qui sont en emploi, mais sans travail. Ils sont dits inaptes et en attente de reclassement. Et parfois, ils peuvent attendre des années avant d'être reclassés. Alors, euh, toutes ces situations de relégation et de privation d'activité sont des situations où, de fait, les conditions qui permettent de construire une place sociale, d'avoir le sentiment d'exister socialement,
d'être utiles socialement, euh, ben, sont hors de portée. Euh, Ce qui est évidemment dramatique parce que comme on ne tient pas debout sans les autres et que pour être avec les autres, ça suppose de faire avec les autres, ben, on voit bien que les trappes, on va dire, d'inactivité sont pathogènes. Donc on s'est dit, plutôt que de faire des grands discours un peu universitaires, académiques, ben, parlons vrai, parlons concret. Euh, et laissons la parole finalement aux personnes qui sont passées ou qui sont encore dans des histoires de privation d'activité euh, et, et de voir ce que ces personnes peuvent dire aussi des liens qu'elles font entre ces situations et la dégradation de leur santé. Ce qui est toujours extraordinaire, je trouve, quand on entend les personnes, quand on laisse se dérouler l'histoire tricotée du travail et de la santé, c'est qu'on voit que jamais les personnes subissent passivement les contraintes de leur milieu professionnel ou plus largement de leur milieu de vie. Elles cherchent toujours, de plein de manières différentes, à résister à ces contraintes, à modifier le milieu ou à tenter de changer de milieu et donc de changer de place pour rendre leur environnement, leur milieu de vie plus vivable. Donc, ce qui est, je trouve, très puissant dans toutes ces histoires, c'est toutes ces formes très différentes de résistance et de persistance de l'exigence vitale. Peut-être je vais terminer pour souligner en fait un peu les enjeux politiques de cet ouvrage. Parce que si on dit que les situations et les expériences d'activité entravées sont aujourd'hui de plus en plus nombreuses, et ça s'explique massivement par les transformations du monde du travail et en particulier l'intensification du travail, massive, hein, l'intensification du travail, on le voit bien avec par exemple la montée en puissance du burn-out, de l'épuisement professionnel. Il y a une autre évolution très puissante et très dégradante aussi pour la santé, c'est la précarisation. Là, je regardais les chiffres d'une agence de France Travail. Les sorties en emploi. Euh, En fait, les sorties en emploi sont de manière très majoritaire pour des contrats de moins d'un mois. Donc, on est content, on sort du chômage avec un contrat de moins d'un mois. D'accord? La précarisation de l'emploi, c'est massif aujourd'hui. Et puis, il y a une autre transformation aussi, bien sûr, c'est l'individualisation, qui est liée aussi à l'intensification, hein. Quand chacun a le nez dans le guidon, du coup, on ne discute plus avec les collègues, on n'a pas le temps. Et puis, les réunions sont essentiellement des réunions d'information descendantes, donc il n'y a plus de temps d'échange sur le travail. Bon, tout ça, ça contribue quand même à multiplier les situations d'activité entravées et à, contrairement à ce que racontent les grands discours sur la diversité et l'inclusion, multiplier les processus d'exclusion pour tous ceux qui sont plus conformes aux exigences productives qui sont aujourd'hui radicalisées. Du coup, on a pensé avec Anne-Marie un livre en trois grandes parties que va vous présenter Anne-Marie. Oui, donc on avait tout un ensemble de cas de figure hein, qui étaient vraiment intéressants. Donc on a essayé de voir comment on pouvait organiser. Alors c'est pas trois parties dans le sens où il y aurait trois grandes catégories de personnes. En fait, il y a une circulation entre ces trois catégories. C'est-à-dire que la première que je vais vous décrire
peut concerner une personne qui peut ensuite évoluer vers le chapitre 2. Donc, je vais vous l'expliquer un petit peu mieux tout à l'heure pour que vous compreniez ce processus dynamique qui finalement va se mettre en place avec la méthodologie que Dominique et moi, on a pu faire évoluer au cours du temps, avec à la fois des entretiens longs répétés et bien aussi des ateliers collectifs. Donc ateliers évidemment soit uniquement universitaires, mais d'habitude c'était en co-animation avec des professionnels. Alors dans la première partie, en fait on a exploré les processus sociaux et psychiques qui conduisent en fait progressivement ou brutalement à des formes d'immobilisation, c'est-à-dire d'inactivité, mais aussi de repli, de solitude et de personnes qui se sentent responsables de ce qui leur arrive. L'élan vital dans les chaussettes, et puis un épuisement. Ça va de pair aussi, souvent, avec des consommations. Finalement, il reste que. Alors, ça peut être des consommations prescrites par le médecin, anxiolytiques, somnifères, etc. Mais ça peut être aussi d'autres consommations, alcool et psychotropes, etc. Donc ça, c'est le chapitre 1. En fait, il va recueillir un ensemble de personnes immobilisées qui sont un peu dans la trappe. Euh, le chapitre 2, euh, en fait, on va trouver tout un ensemble de processus de dégagement qui permettent de dévoiler l'ensemble des ressources mobilisées afin d'ouvrir un chemin. Comme le disait Dominique, les gens ne restent rarement les bras croisés. Ils tentent tout un ensemble de choses, mais comme ils sont seuls, ils ne se rendent pas compte de tout ce qu'ils font. Et donc l'intérêt de travailler en groupe, c'est qu'ils puissent décrire en fait leur activité, et c'est là qu'ils prennent conscience qu'ils font tout un ensemble de choses pour essayer de s'en sortir. Donc l'énergie vitale peut être retrouvée en fait grâce à l'activité. Et donc comme le disait Dominique aussi, l'activité c'est pas que le travail en emploi, mais c'est tout ce qu'on peut faire dans la vie courante, dans le cadre associatif, garder des enfants, promener des chiens, faire tout un ensemble de choses qui va mettre forcément en lien. Donc dans le chapitre 2, on trouve des gens qui redémarrent un petit peu, qui font des choses, qui se testent, qui réalisent de nouvelles expériences. euh, et qui vont de nouveau prendre des activités dans lesquelles ils vont avoir un certain nombre de responsabilités parce qu'ils vont s'engager, hein. Donc c'est l'activité choisie, on s'engage, et elle va permettre de développer en fait ce travail d'emplacement, savoir grâce effectivement à la méthodologie avec Dominique qu'on a mise en place. Ce sont des groupes avec pas mal de réflexivité, donc il s'agit de décrire ce qu'on fait, mais aussi d'analyser et de profiter du regard des autres pour mieux analyser ce qu'on fait. Et c'est là qu'on va comprendre qu'on est en train de se déplacer, de quitter un milieu pour en construire, pour en ouvrir un autre. Donc ce sont des stratégies pour échapper aux enfermements, la reprise en main de son existence afin de se construire une place. Hein, donc il y a des personnes qui étaient typiquement totalement immobilisées, qu'on retrouve en fait 6 mois, 9 mois plus tard dans ce processus de dégagement. Troisième partie, donc ce sont des gens qui ont déjà fait un sacré chemin, puisque là on est sur les voies de la restauration de soi, euh, de reprendre, de redonner du sens à sa propre vie, par la construction donc de l'engagement dans des projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Hein, donc on a finalement des gens qui décident à quelques années de la retraite de ne pas chercher à tout prix de reprendre un poste parce que finalement ils ne voient pas trop quel type de poste ils pourraient avoir, qui ne serait pas trop destructeur de leur santé, et ils vont s'engager dans un travail associatif par exemple. Il y a donc la relance d'une projection, d'un dessin d'un futur possible. Cette dynamique temporelle est donc reconstituée via le récit de son histoire. Donc c'est ce qui est travaillé au sein des ateliers. On vous donnera tout à l'heure quelques éléments sur la façon dont se passent les ateliers, en acceptant à la fois les pertes, les ruptures, pour se relancer vers en fait de nouvelles aventures. Alors, en faisant évoluer son histoire, parce qu'en fait, un récit n'est jamais uniforme et puis immobile, le récit évolue. À chaque rencontre dans les ateliers, les personnes faisaient le récit de ce qui leur est arrivé, parce qu'il y avait des nouvelles personnes dans l'atelier, donc on recommençait le récit. Et c'est l'évolution de ces récits qui montre les déplacements de ces personnes-là. Donc c'est aussi se faire accepter avec ces différences, refuser de subir, notamment des emplois toxiques ou des environnements toxiques, des abus, des dérives. Et ce sont des personnes qui vont être
qui vont participer à des actions collectives pour dénoncer un certain nombre de choses et qui vont être aussi ambassadrices ou qui vont être dans une logique de plaidoyer. Et donc c'est très intéressant pour nous parce que ce sont des personnes qui peuvent témoigner de ce qui leur est arrivé. Elles en parlent très bien et c'est toujours d'une force inouïe pour les autres de montrer que voilà, en quelques temps, quelques mois, parfois c'est quelques années, on peut retrouver on peut retrouver le chemin et faire en fait en sorte que ce qui s'est passé soit profitable à d'autres pour ne pas retomber dans le piège. Voilà, donc ce livre est constitué de récits et cette progression que je viens de vous donner, elle doit se trouver, c'est le fil rouge du livre. Donc on espère que voilà, vous le percevriez quand vous allez lire cet ouvrage. Donc Dominique va vous présenter la méthodologie, Euh, la méthodo, enfin les entretiens. voilà. Mm. En fait, dans tous les travaux qu'on a effectués, on parle aux gens. Voilà. Euh, on peut éventuellement observer leur situation de travail, mais dans le fond, celui qui en sait le plus sur ce qu'il vit en situation de travail ou au chômage, c'est les personnes elles-mêmes. Et du coup, ce qui est essentiel, c'est de pouvoir entendre leur expérience. Donc, on a conduit des entretiens. Soit c'est des entretiens longs, soit c'est des entretiens répétés, c'est-à-dire plusieurs fois. Parce que quand, en fait, on demande aux gens, est-ce que vous pouvez raconter l'histoire de votre vie au travail croisée avec l'histoire de votre santé? C'est-à-dire, est-ce que les problèmes de santé que vous avez, à quel moment ils sont apparus? Est-ce que vous pensez que c'est en lien avec le boulot? Est-ce que vous pensez que c'est en lien avec d'autres événements? Bon, par exemple, quand on a travaillé sur maladie chronique et travail, on a rencontré pas mal de gens qui étaient passés par le cancer ou qui étaient d'ailleurs encore en traitement. C'est toujours très intéressant de pouvoir entendre ce que les gens pensent de l'origine du cancer. Et il y a le point de vue médical sur le sujet, mais il y a aussi le point de vue des personnes. Quand la personne dit, moi je suis persuadée que mon cancer, c'est au travail que je l'ai chopé, si je puis dire. Ce qu'elles disent en fait, c'est que les épreuves subies au travail, le niveau de stress, de pression, de tension, de conflit, euh, a pu fabriquer un cancer. Et on sait aujourd'hui que elle ne délire pas en disant ça. C'est-à-dire que ça peut s'expliquer, y compris médicalement parlant, la fabrique du cancer par des situations de stress répétées dans la durée. Euh, donc des entretiens. L'histoire de vie, elle est un instrument essentiel pour penser la construction de la santé, parce que on parle de l'état de santé, mais en fait, la santé, c'est sûrement pas seulement un état, quoi. La santé, c'est le produit d'un processus de construction de la santé tout au long de la vie. Bien sûr, un médecin peut faire un bilan de l'état de santé à un moment T, mais la santé, ok, c'est une ressource aussi, hein. Tout le monde ne naît pas avec des mêmes dispositions au plan de la santé. Mais c'est surtout une construction tout au long de la vie. Du coup, l'approche diachronique, longitudinale, historique, peu importe comment on veut le dire, pour comprendre la fabrique de la construction ou de la déconstruction de la santé, il faut prendre cette affaire-là dans la longue durée et pas seulement dans le ici et maintenant. Même si vous pouvez faire l'analyse d'un poste de travail en se disant, on va essayer de réduire au maximum les sources de fragilisation de la santé potentiellement contenues dans le poste de travail, il faudra aussi tenir compte du fait que Madame Durand ou Monsieur Dupont, arrivés sur le poste, ils n'arrivent pas avec la même histoire de santé.
Et du même coup, c'est cette diversité qu'il va falloir intégrer pour que chacun puisse trouver les ressources qui vont lui permettre de continuer à développer sa santé, en tout cas à minima, à préserver sa santé. Donc voilà, des entretiens où on intègre pas simplement donc le ici et maintenant, mais aussi pas simplement la question du travail en emploi. Euh, pour plein de raisons, parce que on est tous engagés en fait dans différentes sphères de vie qui sont aussi des sphères d'activité. Si vous prenez par exemple la question genrée, enfin la question des femmes, la comparaison homme-femme sur ces questions-là, la plupart du temps, les femmes doivent articuler le travail en emploi et le travail à la maison, le travail familial et domestique. Oui, oui, Beaucoup, bonjour. beaucoup plus que les hommes. La division genrée du travail, la plus grande division genrée du travail, c'est à la maison qu'elle s'effectue en fait. Euh, et là, par exemple, on sait qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de familles monoparentales. Pour le dire plus simplement, on a de plus en plus de mamans solo. Eh ben, les mamans solo, elles bossent en emploi et puis elles assurent aussi tout ce qu'il faut assurer, en général assez seules quand même, pour s'occuper des enfants à tout point de vue, hein, au point de vue de l'école, au point de vue de l'alimentation, au point de vue des soins, des vaccinations, des tatins, bref. Donc il faut tenir compte du travail de santé dans la durée, euh, donc tout au long de la vie, mais aussi tout au large de la vie. Tout au large de la vie. On n'est jamais seulement des travailleurs, on a plusieurs vies. Et on ne peut pas cliver quoi, la santé au travail, la santé à la maison, la santé dans mon activité militante, syndicale, associative. Je suis élue à la mairie, et en plus je bosse. Voilà. Il faut tenir compte de l'interdépendance de ces différentes. Donc ça, c'est au cœur des entretiens aussi. Et puis on a quelque chose, je voudrais juste ajouter, euh, on a de plus en plus de travail dit informel ou travail au noir, si vous préférez. Quand on vit avec les minima sociaux, quand on est au RSA, qu'on a 500 euros, 600 euros pour vivre, eh ben, vous ne pouvez pas vivre, d'accord? Les minima sociaux ne suffisent pas à vivre. Donc, ça veut dire que on va développer des activités à côté. Ça peut être de l'échange de services, du bricolage, des services rendus, mais ça peut être aussi du travail non déclaré. On a beau considérer que le travail informel concerne des pays exotiques et lointains, que oui, en Afrique, il y a beaucoup de travail informel, au Brésil, il y a beaucoup de travail informel, mais en France, il y a énormément de travail informel qui se développe aussi, dont on ne parle pas peu. Euh, et ce travail informel peut aussi être réalisé dans des conditions qui peuvent être problématiques pour la santé. Il n'y a pas d'inspection du travail, il n'y a pas de médecine du travail, il n'y a pas de respect du droit du travail. Voilà. Et on a mené des ateliers parce que on y reviendra quand on parlera peut-être plus spécifiquement du travail de santé, mais on ne fabrique pas sa santé tout seul. Et Et, donc, ça suppose de le faire avec les autres, et d'où l'importance des ateliers dont va vous parler Anne-Marie. merci Dominique. Avant Anne-Marie de commencer à parler sur les ateliers et la manière comment ça se déploie, je pense que jusqu'à cette partie, il y a quand même deux éléments importants, mais semble-t-il sur lesquels on peut partir déjà sur cette notion de la santé tout au long de la vie. Et cette question de la santé sur l'ensemble, le large de la vie, comme disait Dominique, à savoir les interdépendances qui existent entre les situations vécues au niveau personnel et les situations qui vont être vécues également au niveau du travail. Avant que Anne-Marie nous présente les ateliers, est-ce qu'il y a déjà
quelques questions ou est-ce que ça vous a évoqué quelque chose que vous souhaitez partager avant qu'on attaque cette deuxième partie? N'hésitez pas à lever votre main virtuelle pour voir si vous avez... Oui, le TJ, je suis désolée, j'ai mentionné la manière comment vous vous êtes nommé, donc si ça correspond pas, n'hésitez pas à vous présenter et Je suis peut-être à désolée. dire d'où vous parlez. Bonjour, oui, c'est Lauriane Otigi, je parle de Valenciennes sur le projet TZCLD. Je suis désolée du retard, donc je viens tout juste d'arriver. Je voulais savoir, c'est une simple question, parmi toute cette question de santé qui est importante, est-ce qu'il y aura un petit volet sur la santé féminine Bah ouais, oui. qui est tout aussi importante? C'est lui la proposition là, à Christine. Pardon, on t'a pas entendu et je vais demander à tout le monde, s'il vous plaît, de couper vos micros si vous n'allez pas intervenir pour éviter qu'il y ait un peu de la pollution sonore. Est-ce que tu peux répéter ta question, s'il te plaît? T'as parlé de la santé féminine et après on t'a plus entendu. Oui, juste si grâce à la présentation de Madame Lullier et des ateliers par la suite, s'il avoir un petit zoom sur la santé féminine au travail et aussi ses implications qui peuvent être délétères pour une inclusion dans le monde du travail et dans son parcours socio-professionnel. Merci. Et nous avons une deuxième question qui est plus d'ordre méthodologique, c'est-à-dire comment avez-vous fait la sélection, s'il y en a eu, des personnes qui ont décidé de participer donc aux ateliers, etc. Donc ça va faire le passage parfait à Marie pour pouvoir revenir sur la manière comme ces ateliers ont été reconduits. Donc s'il y a plus de mains électroniques, c'est bon. Donc voilà. Donc je vous Oui, propose. donc je vais effectivement faire la transition sur la méthodologie, la question sur la méthodologie et les ateliers, puis peut-être Dominique sur la santé, le travail de santé et plus particulièrement le travail de santé au féminin pour en dire peut-être plus. Alors effectivement, bon, la sélection, c'est peut-être pas le bon mot. En tout cas, on a toujours travaillé avec des partenaires aussi. Enfin, toutes ces recherches ont été menées avec Cap Emploi, France Travail, les associations SNC, TZ. Voilà, on travaille pas seul, on travaille avec des personnes déjà engagées et c'est une richesse pour nous parce que ça nous permet vraiment aussi d'échanger sur les pratiques professionnelles et de pouvoir en fait aussi croiser nos concepts puisqu'en fait dans la deuxième partie de ce webinaire, on va vous parler un petit peu des concepts, c'est-à-dire que ce qui ressort de ce qu'on a compris de ces 15 années d'études avec des gens qui sont en situation de handicap, de maladie, etc. Donc en fait, on travaille avec des partenaires, on leur explique en fait ce qu'on aimerait faire. C'est-à-dire, ce qu'on aimerait faire, c'est ce que je vous expliquais, c'est qu'on aimerait débloquer cette immobilisation dans laquelle les personnes sont et d'essayer de voir comment on peut débloquer les ressources qu'elles ont en elles-mêmes pour qu'elles puissent faire un chemin, ouvrir un autre chemin. Donc ça, comment dire, nos partenaires le comprennent très bien. Et donc, c'est eux qui vont aller à la pêche, en fait, dans leur portefeuille, de voir quelles sont les personnes susceptibles d'être intéressées par participer à une telle recherche. Donc, ce n'est pas tout le monde, évidemment, qui a envie de participer à ce type de recherche. Certaines personnes vont passer la tête le premier atelier, puis ne reviendront plus. D'autres, en fait, sont quasiment accros et vont venir à tous les ateliers. Alors, on commence toujours par un entretien, d'abord, effectivement, pour prendre connaissance avec la personne et de voir un petit peu où elle en est dans sa réflexion. Et ensuite, en fait, c'est un commun accord avec la personne qui nous accompagne, de notre partenaire, pour les solliciter. Et très souvent, ces ateliers ont lieu soit dans les locaux de France Travail, de Cap Emploi, mais ça peut être aussi chez nous à l'université. On a aussi travaillé avec la Cité des métiers. Peu importe en fait le lieu, l'essentiel c'est que ce soit un lieu qui soit perçu comme suffisamment neutre pour que les personnes puissent venir. Et on se donne des rendez-vous réguliers, c'est-à-dire tous les mois, mais ça peut être aussi toutes les 2 semaines, ça dépend un petit peu des ateliers. On a entre 10 et 15 personnes qui s'engagent à venir régulièrement. Donc c'est un petit peu quand même, voilà, on leur dit, on va pouvoir faire un travail sur le long terme si vous vous engagez un petit peu sur le long terme. Après, les personnes sont libres, celles qui elles n'ont pas trouvé leur compte dans ce type d'atelier, elles peuvent très bien ne plus revenir, évidemment.
Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est des ateliers avec entrée et sortie régulière. Donc, il y a, pas à chaque séance, mais très souvent, il y a de nouvelles personnes qui arrivent. Et donc, dans le tour de table qui s'est un peu imposé, c'est pas nous qui avons imposé une méthodologie, elle s'est un petit peu imposée avec les ateliers qu'on a fait, qu'on mène depuis une quinzaine d'années. Donc, on voit que les personnes ont envie de se présenter. Alors, c'est pas seulement de se présenter leur nom, elles peuvent donner un pseudo si elles le veulent, mais elles vont surtout en fait dire en fait dans quel type d'activité elles sont engagées et quelles sont les activités empêchées. Et en fait, le tour de table va consister en fait, avec bien sûr une bienveillance de la part des participants, à essayer d'analyser avec la personne les empêchements. Pourquoi tu n'arrives pas à faire tel truc? T'aimerais en fait, t'aimerais te lancer je sais pas, dans les études, reprendre des études pour essayer de faire une VAE pour valider quelque chose, ou bien tu as envie de faire... Et en fait, tu dis que tu n'y arrives pas. Donc on va analyser ensemble, mais la personne concernée, c'est elle qui va essayer de trouver quels sont les obstacles en fait à ces empêchements-là. Donc cette activité en fait qu'on a tous en commun, hein, donc d'être en fait privé d'emploi ou qu'on est en difficulté par rapport à sa propre santé, dont on n'est pas obligé de donner beaucoup de détails, hein. Donc il y a certaines personnes, on sait qu'elles ont un problème de santé, mais on n'en sait pas plus. Donc en fait, les personnes sont très libres justement et on les incite à se présenter de la façon dont elles peuvent assumer en fait cette présentation. Il n'y a pas de questionnaire, mais c'est extrêmement important qu'elles puissent trouver les mots qui permettent de qualifier la situation dans laquelle elles sont. Donc l'objectif est vraiment d'inverser quoi, ce rapport à cette condition subie pour restaurer des capacités d'action grâce en fait au développement réflexif et critique de la situation vécue. Donc parfois, certaines personnes ne se rendent pas compte à quel point elles sont dans un environnement toxique. Donc je me souviens d'une dame qui disait ouais, mais à chaque fois tu nous dis bah, tu veux ouvrir un gîte, une maison d'hôte, mais ton mari te dit non. Tu veux faire ça, mais ton mari te dit non. Et en fait, c'est sorti du cœur. Elle a dit bah, change de mari, quoi. Vous voyez, donc en fait, c'était un cri du cœur et pour essayer d'aider cette personne. Et donc du coup, là, voilà. Donc en fait, il y a des espèces de flashs comme ça qui peuvent apparaître et la personne s'était jamais interrogée en fait sur, voilà, sur le couple qu'elle formait, qu'est-ce qui s'y jouait. Euh, voilà, donc c'est typiquement le genre de situation, ou bien ça peut être aussi des personnes qui sont hors réalité. Donc dans le livre, on décrit un jeune qui pense que sa place est une place de senior dans une entreprise de jeux vidéo, puisqu'en fait il est en fait addict aux jeux vidéo, il connaît tous les jeux vidéo, et pour avoir fait un peu d'informatique, il pense qu'il a le niveau développeur. Or, en fait, il n'a jamais travaillé dans ce milieu-là. Et donc, autour de la table, il y a une personne qui était technicien d'assistance informatique qui lui indique, qu'il y a des formations pour faire ce genre de métier et qui lui indique qu'il est très très loin de la réalité en fait de ce monde du travail. Donc en fait, ce genre d'atelier, avec toute la bienveillance qu'il faut, c'est aussi de montrer à certaines personnes que les voies qu'elles aimeraient ouvrir, elles sont un petit peu beaucoup trop loin ou quasiment illusoires. Donc voilà, voilà un petit peu le travail qui est fait au sein des ateliers. Euh, euh, et ça permet en fait une dimension très importante de relier en fait la temporalité. Donc les voies qu'on peut ouvrir dans le futur ne peuvent avoir de sens que si on peut les relier à ce qu'on a été, ce qui s'est passé. Hein, donc il faut pouvoir au sein de l'atelier expliquer ce qui s'est passé pour pouvoir ouvrir de nouvelles voies et s'inscrire dans un présent qui soit un présent inscrit dans une forme de réalité. Donc les récits autour de la table vont aider la personne à structurer en fait un récit qui peut évoluer au cours du temps, hein. Donc les ateliers, on les a fait sur des durées de un an et demi. Donc il y a une dizaine, quinzaine d'ateliers.
Euh, des, des comptes rendus analytiques aussi ont été rédigés, ce qui permet aux personnes de voir noir sur blanc écrit un certain nombre de choses. Donc c'est des animateurs qui prennent en charge cette rédaction comment dire, du compte rendu analytique qui peut être validé, donc qui est envoyé par mail aux participants, et ils peuvent en fait le valider, la valider, lui demander une correction. En tout cas, il peut y avoir un discours, voilà, on peut reparler de ce de ce qui a été dit la séance précédente, et en fait, ça a été assez important pour les personnes, puisque écrit noir sur blanc, ça fixe les choses. Hein, donc, quand un récit peut être fixé, il a été lu par d'autres, eh bien, on peut avancer d'une case. Hein, donc là, dans le livre, vous verrez, il y a des exemples très parlants de cette nécessité de fixer en fait ce qui s'est passé, sachant que ça peut évoluer, bien sûr. Mais en tout cas, l'atelier est là pour ça. Et globalement, on en a pour 1 heure et demie à peu près. Et globalement, c'est toujours un tour de table. Ça s'est un peu imposé. C'est pas nous qui l'avons décidé, mais les participants étaient tous d'accord pour prendre leur part. Donc souvent, c'est un tour de table. On commence à gauche, on termine, on se passe la parole, mais il y a toujours droit au joker. Donc il y a des personnes qui, des fois, n'étaient pas suffisamment en forme et n'avaient pas envie de parler. Ben, ils n'ont pas envie de parler. Mais ils disaient que écouter les histoires des autres, c'était extrêmement instructif, réconfortant, parce qu'ils voient que les autres aussi ont des difficultés et arrivent à s'en sortir. Donc voilà, même ceux qui ne prennent pas beaucoup la parole, ils trouvent quand même leur compte. De toute façon, ils ne reviendraient pas s'ils ne trouvaient pas quelque chose d'intéressant dans le groupe. Voilà, et donc on- voilà à peu près ce que je peux dire sur ce travail en atelier, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc oui, on a un travail à partir des témoignages qui est des personnes en fait issues de vos différents partenaires avec qui vous avez à qui vous avez présenté votre projet. Un travail de 1 an, une dizaine d'ateliers, revenir sur les témoignages, retravailler dessus, rediscuter collectivement et individuellement. Quels sont, parce que je vois que l'heure commence à tourner, mais je me dis quels sont ces principaux enseignements que vous en tirez de ce travail que vous aviez porté pendant longtemps. Je ferai juste un petit parenthèse pour dire que s'il y a des personnes intéressées par les ateliers, on pourra toujours avoir un moment de discussion, peut-être un autre moment uniquement sur ces ateliers-là, si jamais il est nécessaire. Sinon, on peut vous mettre en contact, d'accord, pour qu'on vienne pas, qu'on puisse parler un peu plus sur les résultats, parce que je sais que les ateliers, c'est super intéressant, mais pour le coup, ils peuvent prendre un peu plus de temps à être expliqués. Euh, et notamment, bah voilà, on aura une question alors on a quelqu'un qui demande les personnes en atelier arrivent à parler en collectif. Qu'avez-vous fait pour arriver à les mettre en confiance? Ben, en fait, ce sont des pairs, hein. Donc autour de la table, ils sont pairs. Ils ont une commune expérience qui est une expérience de santé dégradée, difficile, d'emploi difficile. Donc cette commune, comment dire, ils partagent cette expérience commune, et ça, ils le comprennent très vite dès les dès les premières prises de parole. Alors, effectivement, en tant qu'animateur, on est un peu à l'extérieur, donc on a un statut différent, et ça, ils le comprennent très bien. Mais à partir du moment, effectivement, où il peut y avoir une forme d'anonymat, nous, on n'est pas supposé connaître leur nom, leur prénom, ils peuvent donner un pseudo. Les comptes rendus, c'est uniquement envoyé à des personnes qui participent à l'atelier, point. Donc en fait, la confiance, elle vient, elle est immédiate dès le premier atelier, il n'y a aucun problème. Parce que justement, ils peuvent mettre sur leur table, et ils vont le faire très rapidement, mettre sur la table leurs difficultés, et voir qu'autour d'eux, les personnes ont d'autres difficultés aussi. Merci Anne-Marie. Donc, je vous laisse reprendre la parole sur c'est quoi les principaux enseignements que vous en tirez de ce processus et peut-être aussi laisser une ouverture. Qu'est-ce que vous regrettez de ne pas avoir pu suffisamment aborder ou peut-être suffisamment travailler qui vous amènerait, pourquoi pas, à continuer à tirer le fil de ce travail-là. Peut-être je vais dire alors quelques mots sur le travail de santé.
mais aussi sur la santé féminine pour ne pas laisser tomber la question qui est sacrément importante, quoi. Euh, on peut dire qu'aujourd'hui, un homme sur deux est une femme, donc faudrait peut-être pas l'oublier. Et on a quand même un peu tendance à considérer que on peut attraper la question de la santé de manière un peu générique. Ben, pas vraiment quand même. Euh, dans ce livre, il y a deux fils rouges, je crois, qui courent, hein. Euh, c'est la notion de travail de santé et la notion de travail d'emplacement. Donc, je vais parler juste du travail de santé, un peu de la santé des femmes là, et peut-être Anne-Marie poursuivra sur le travail d'emplacement. Le travail de santé, je pense que vous l'avez compris, c'est pas du tout le travail des professionnels de santé, hein. On va pas s'intéresser dans ce bouquin à ce que font les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, les kinés, les machins. C'est pas ça. C'est comment chacun, tout au long et tout au large de sa vie, on s'y prend pour préserver et développer sa santé. Il y a une contribution active de chacun pour tenter d'entretenir et développer notre propre santé. Et donc la question centrale, c'est quelles sont les conditions qui vont permettre ça ou quelles sont les conditions qui vont empêcher ce travail de santé et du même coup qui vont euh, fabriquer un boulevard pour une dégradation de la santé. Je prenais l'exemple de l'intensification du travail et du burn-out. Le burn-out, il est fabriqué dans la combinaison entre surcharge de travail et surengagement. Surengagement, notamment, pas que, il y a plein de raisons au surengagement, mais c'est aussi parce que on veut faire du bon travail, quoi. On ne peut pas se résoudre à saloper le boulot. Donc, du coup, on puise dans ses ressources propres, personnelles, parce que les ressources du collectif, elles sont carentes aujourd'hui, dans bien des cas. Et à force de puiser dans ses ressources propres, on s'épuise et on finit par craquer et tomber. C'est un exemple de situation de travail où les conditions pour mener le travail de santé sont absentes. Sans recours aux autres, aux collègues, mais aussi dans la sphère familiale, aux proches, il n'y a pas de travail de santé possible, hein. Comment vous décidez d'arrêter de fumer quand à la maison tout le monde fume? Comment vous décidez de perdre du poids parce que ce surpoids, il vous handicape dans la vie quotidienne et au boulot, si c'est vous qui êtes à la cuisine, que vous faites le repas pour tout le monde et que vous avez affaire à des gros mangeurs? Euh, la recherche de partenaires pour conduire le travail de santé est fondamentale. On est à 1000 lieues de la question du manger 5 fruits et légumes par jour. C'est pas du tout ça. La santé, c'est pas une affaire privée, c'est pas une affaire personnelle. C'est le produit d'une activité collective. Une activité collective qui va chercher à tenir de front à la fois les exigences du travail en emploi, si on s'intéresse à la construction de la santé en emploi. Et ça concerne donc aussi évidemment tes aides. Et il y a, à mon avis, un intérêt majeur à installer des ateliers santé et travail à tes aides comme ailleurs, parce que finalement, on a peu d'espace pour parler de la construction de la santé. Ce qui est mis en place surtout, c'est des formations à la sécurité, des formations à la conformité, aux règles de sécurité. Euh, C'est une approche prescriptive de la santé et de la sécurité qui est dominante. Nous, on n'est pas du tout dans cette perspective. Le soin de soi et le soin des autres, ça suppose de pouvoir en parler. Ça suppose aussi de pouvoir construire des règles collectives en la matière. Et on voit qu'à chaque fois que autrui fait défaut, eh ben euh, la santé se dégrade. On a des savoir-faire de prudence ou des savoir-faire d'évitement, on pourrait dire, de ce qu'on sait être des situations éprouvantes pour la santé. La construction, la recherche de situations qu'on appelle soutenables,
Le fait de se préserver, se doter, se préserver des temps de soins de soi, des temps de repos, le fait d'être attentif aux signaux du corps. Premier signe de dégradation, c'est bien sûr les douleurs, mais c'est aussi le, les insomnies, un sommeil qui se dégrade. Ça, c'est des premières alertes. Mettre le couvercle sur les premières alertes, c'est aller à l'encontre du travail de santé. C'est aussi aménager ses manières de faire de telle manière qu'elles soient plus efficientes, plus économiques en énergie. C'est aussi, bien sûr, construire des projets professionnels qui sont ajustés aux exigences de santé. Voilà, je ne développe pas plus, mais évidemment, le prendre soin de sa santé quand on a 20 ans et le prendre soin de sa santé quand on a basculé dans la catégorie des seniors, c'est-à-dire très tôt, hein, 45-50 ans, c'est pas le même, c'est pas la même chose, hein. Euh, mais tout le monde fait l'expérience du travail de santé. Quand par exemple les jeunes font la teuf intensive le week-end, ils savent qu'il va falloir récupérer. Cette activité de récupération, elle appartient aussi au travail de santé. Je voudrais juste prendre 30 secondes sur la santé au féminin. Bon, premier point, la santé a un sexe, hein. Le corps des hommes et le corps des femmes, c'est pas pareil. Il faut le reconnaître. On parle jamais des cycles, enfin jamais, très peu, des cycles menstruels et de l'activité, y compris l'activité professionnelle, même si les choses commencent à bouger, qu'on peut même avoir dans certaines boîtes des congés euh, menstruels. L'endométriose, enfin, il y a des pathologies qui sont masculines, il y en a d'autres qui sont féminines. On sait que les deux types de cancers les plus fréquents et qui commencent à mieux se soigner, c'est pour les hommes le cancer du sein et pour L'inverse. les... Merci. Pour les femmes, le cancer du sein, pour les hommes, la prostate. On sait aussi que dans le travail de santé, on peut inscrire le recours à la consommation de psychotropes. Euh, Si on consomme de l'alcool, c'est aussi pour tenir au travail. Si on consomme du cannabis, c'est aussi pour tenir au travail. On parle du dopage dans le monde sportif. Mais le monde sportif, ça n'est qu'un monde professionnel parmi d'autres. On sait qu'il y a du dopage dans beaucoup de secteurs d'activité, notamment le BTP, la restauration, etc. Mais on ne consomme pas les mêmes produits, et on ne consomme pas de la même manière quand on est un homme ou femme. Chez les hommes, dans les métiers masculins plutôt virils, c'est plutôt la consommation collective d'alcool pour entretenir la solidarité, l'entraide, la confiance réciproque et pour anesthésier la peur, parce que l'alcool, c'est un anxiolytique aussi. Chez les femmes, ce qui domine, c'est la consommation d'antidépresseurs, enfin des médicaments psychotropes, somnifères, antidépresseurs, etc. Euh, il y a une deuxième caractéristique forte, c'est la division genrée du travail. Les femmes n'occupent pas les mêmes métiers, ne s'orientent pas vers les mêmes métiers, ne sont pas affectées au même poste, ne sont donc pas confrontées aux mêmes risques professionnels. Euh, les RPS au masculin et au féminin, c'est un peu différent. Euh, et troisième caractéristique qui différencie massivement les deux, c'est les articulations, les régulations ou les segmentations entre les différentes sphères d'activité. Euh, le travail de santé au féminin impose de construire continuellement des régulations, rendre compatibles les exigences du travail à la maison et les exigences du travail en emploi. Ça veut dire trouver des horaires de travail compatibles. Ça veut dire trouver un emploi dans une distance compatible avec le rythme scolaire des enfants. Distance, temps de transport.
Euh, il y a une autre différence aussi importante qu'on a repérée, c'est que les femmes parlent plus volontiers de la vulnérabilité, de la fragilité. Euh, Quand on a fait des ateliers sur maladies chroniques et travail, on avait beaucoup plus de femmes que d'hommes. Pour une femme, c'est pas aberrant que de se montrer fragile et de parler des difficultés, y compris des difficultés de santé. Je voudrais juste terminer peut-être en disant que euh, l'exclusion des femmes du monde du travail est quand même sacrément problématique parce que même si, à l'évidence, elles peuvent être assignées à des emplois précaires, à temps partiel imposés, moins bien rémunérés, exposées donc à des risques, et on voit par exemple qu'aujourd'hui, la sinistralité dans les métiers dits féminins, du travail en EHPAD, du travail dans des institutions qui prennent en charge les personnes lourdement handicapées, la sinistralité là est supérieure à celle du BTP. Sinistralité, c'est-à-dire accident du travail et maladie professionnelle. Donc, il faut à la fois reconnaître ça et en même temps reconnaître que avoir un emploi pour une femme, c'est d'une certaine manière pouvoir commencer à gagner, sortir de la dépendance au conjoint. Voilà. Avoir accès à l'espace public. Dans le livre, par exemple, on parle de Salma qui dit, le mariage, c'est plus difficile que le travail. Salma, elle rêve d'une chose, c'est de pouvoir s'échapper de la maison où elle est tenue enfermée pour pouvoir travailler. Tu veux parler du... Oui, alors les témoignages, c'est vrai, qu'ont été très très forts hein, dans cette recherche enfin ces différentes recherches qu'on a pu faire. Et donc du coup, ça nous a donné aussi l'idée du titre. Donc pour qu'un travail soit désirable, il faut conquérir sa place. En fait, elle tombe pas du ciel et il y a tout un ensemble de places assignées qui vont amener la personne dans, voilà, dans quelque chose de difficile. Donc là aussi, le cas de Lucas dans le chapitre 2 de ce livre est tout à fait édifiant, puisqu'en fait, il est assigné par son père à une place qui lui convient pas. Son père voulait à tout prix qu'il soit lui aussi cadre dans le BTP. Et en fait, Lucas va tout faire pour essayer de devenir effectivement chef de chantier dans le BTP, une place qui lui convient pas et qui va progressivement le ronger. Et jusqu'à ne plus pouvoir aller au travail, il fait un premier arrêt de travail. Son chef lui met la pression pour qu'il revienne, puisqu'en fait, vous le savez, les chantiers, ça n'attend pas. Il y a des pénalités de retard, donc il s'est senti acculé, donc il essaie de revenir au travail, mais il n'y arrivera pas, et il fera une tentative de suicide, parce qu'il n'est pas à sa place. Et donc ça, en fait, des témoignages comme Lucas vont nous mettre sur la piste de cette notion d'emplacement. Il n'était pas à sa place, ce n'était pas sa place. Et donc tout au long du travail qu'on va faire avec Lucas et les autres, il va essayer de se déplacer. Et le groupe va l'aider à se déplacer, mais aussi les autres personnes qui l'accompagnent dans ses soins. Après sa tentative de suicide, il est suivi par un psychiatre qui va lui proposer de l'art-thérapie, notamment de la sculpture. Il n'a jamais fait de sculpture, il n'a aucune idée de ce qui se joue là-dedans. Cet atelier est conduit par une artiste qui va pas lui dire grand-chose, lui donner un bout de terre et lui dit bah vas-y fais quelque chose. Et cette sculpture en fait va être une totale révélation pour lui. Et dans les récits, dans les ateliers, alors qu'il nous disait qu'il était incapable de se concentrer plus de quelques minutes pour faire dans n'importe quelle autre activité, parce qu'il avait tenté une reconversion professionnelle dans les métiers de l'informatique parce que ça l'intéressait bien. Il disait, mais je suis incapable de me concentrer plus de 10 minutes, je ne vois pas comment je peux retrouver un emploi. Et donc avec sa conseillère Cap Emploi, il disait, je ne peux pas retravailler, je n'arrive pas à me concentrer. Et là, dans les récits qu'il faisait autour de la table, dans cet atelier de sculpture, il disait, mais les 4 heures sont passées, je ne les ai pas vues passer. Mais il n'avait pas fait le lien entre sa capacité de concentration dans certaines activités et sa capacité de concentration dans cet atelier qui a duré 4 heures, dont il n'a même pas vu, tellement c'est passé vite, il ne l'a même pas vu.
Donc, vous voyez, l'intérêt de l'atelier, c'est cette réflexivité partagée avec les autres. On lui a mis le doigt sur le fait qu'il peut se concentrer durant 4 heures. Et donc, on l'a invité à se questionner sur pourquoi dans certaines activités il peut se concentrer durant 4 heures et pourquoi, quelles sont les caractéristiques des activités dans lesquelles il ne peut pas se concentrer. Alors ça a été intéressant puisqu'il était tellement passionné par la sculpture qu'il voulait en faire tous les jours. Or, l'atelier, c'était une fois tous les 15 jours. Et donc, il disait au groupe, lors de l'atelier, je vais acheter de la terre et je vais sculpter à la maison. Donc, passé un mois, on retrouve Lucas et il nous dit ah ben non, mais ça marche pas parce qu'en fait, faire de la sculpture tout seul à la maison, ben non, c'est une activité occupationnelle. Ça fonctionne pas. Il faut que j'ai un destinateur et il faut qu'il y ait un cadre. Donc, voilà. Donc, en fait, le groupe amène en fait les personnes à réfléchir quelles sont les activités qui vont permettre en fait de relancer l'élan vital et quels sont les autres pour lesquels ça va pas le faire. Donc, vous voyez, l'atelier, le groupe, les pairs, les amis, des personnes bienveillantes aident, en fait, parce qu'on fait des récits de ce qui nous arrive, nous permettent d'évoluer et de trouver sa place. Alors, Lucas, donc, il va se relancer dans des métiers artistiques dont il ne connaissait pas. Il est resté quand même immobile durant 9 années après sa tentative de suicide. Voilà, donc voilà, l'art-thérapie a permis de le débloquer. Donc pour s'engager, il faut se déplacer, se dégager de la place assignée, et ça, c'est pas facile, parce que ça suppose cette notion que Georges Canguilhem a beaucoup développée de renormalisation. Donc il faut que je comprenne qu'est-ce qui est bon pour moi, et je vais pas chercher à m'adapter à mon milieu, mais je vais chercher à adapter le milieu à ce que je peux faire, ce que j'aime faire, avec qui j'aime faire. Vous voyez, c'est un petit peu ça, retrouver son pouvoir d'agir, transformer son milieu pour vivre, renormaliser. Donc c'est tout un travail et on le voit à l'œuvre dans les chapitres avec les cas qui sont dans les chapitres 2 et 3. Ce sont des personnes qui vont faire des déplacements pour essayer de reconfigurer une place. Il y a aussi de très beaux textes aussi avec une dame juriste, voilà, enfin modèle, Sophie, absolument modèle dans son travail exemplaire. Elle travaille dans les cabinets d'avocats et elle va totalement sombrer en burn-out et son chemin de reconstruction, elle le montre bien comment il peut se faire, mais tout à fait dans un autre secteur avec d'autres personnes. Voilà. Donc en fait, la place va signer l'engagement dans l'activité qui signe elle-même ou qui est un baromètre de la santé. Donc c'est vraiment voilà. Donc on peut pas prendre une place. Enfin, le travail est quelque chose de si important qu'on peut pas occuper une place. Voilà. Qui n'est pas faite pour soi, ou voilà, donc Alors, bien sûr, il y a toujours des contre-exemples. On peut trouver des personnes qui font des boulots exécutifs parce qu'ils ont une vie personnelle extrêmement riche à côté, et donc ça les dérange pas d'avoir un travail un petit peu routinier, exécutif, juste gagne-pain, quoi. Voilà, mais c'est quelque part dans leur tête et dans leur vie, c'est très cadré. Ils ont besoin de, voilà, donc il y a certains métiers. Voilà, répétitif, voilà, mais ils y mettent pas du cœur. Comme disait Dominique, ils y mettent pas du sien. Voilà, on n'y met pas, voilà, on fait juste ce qu'il faut pour pouvoir gagner sa croûte. Et la vie, elle est ailleurs. Voilà, ça existe aussi. Peut-être pour répondre à une nouvelle question là, je regardais. Oui, c'est ce que j'allais vous proposer, Dominique et Marie. On a deux questions dans la boîte des dialogues. Donc la première, qui est une question partage d'expérience, hein, d'une certaine manière. Je voudrais inscrire la question d'Isabelle Courceau, qui dit comment faire comprendre aux politiques tout l'intérêt de mettre en place ce genre d'ateliers déjà auprès des volontaires intégrant TZ et éviter ainsi que les EBE écopent de toute cette problématique. Donc nous devenons contre-productifs au final quand il faut rattraper tout un parcours des santé globales. Donc ça, c'est la première. Une deuxième, donc c'est Laure Guéraud qui vous demande est-ce que vous avez échangé sur ces travaux avec des conseillers de France Travail?
Et une dernière, donc, est-ce que ces travails a-t-il pu être partagé avec des référents handicap du travail? Je pense que dans le cadre de la prévention, de la désinsertion professionnelle, voilà, de les trois questions commentaires qui vous sont adressées pour l'instant. Euh, je sais pas, Anne-Marie, je peux parler de France Travail, par exemple? Mais, Tout à fait. Vas-y, vas-y. euh, quand on a fait la recherche sur Santé et travail, parole de chômeur, là, le bouquin précédent, on l'a fait en partenariat avec France Travail aussi. Enfin, à l'époque, c'était Pôle emploi. Il y avait Cap Emploi, Mission Locale, TZ, SNC, etc. Bon, Victoria, on en a parlé tout à l'heure. Donc là, on a travaillé avec des agences pour mettre en place les ateliers dont Anne-Marie vous a parlé. On n'a pas mis en place ces ateliers dans toutes les agences de France et de Navarre, bien évidemment, hein. Mais à titre expérimental, en tout cas, on en a installé plusieurs, à Cap Emploi aussi, Mission Locale aussi, etc. Ça a été plutôt bien accueilli par les agences et par les psychologues de ces mêmes agences qui co-animaient euh, ou parfois des conseillers qui co-animaient les ateliers. Je ne sais pas si ça a un rapport avec ça, mais en tout cas, France Travail a contacté le CNAM il y a quelques mois en disant on a ouvert un marché. Il faudrait que le CNAM réponde au marché qui consiste à former les psychologues de France Travail. Il y a environ 1000 psychologues. Il y en a une par agence. Je dis une, c'est une majorité de femmes. Euh, Proposer une formation sur l'accompagnement des demandeurs d'emploi en souffrance face à l'emploi, face au travail. C'est-à-dire, France Travail sait bien qu'ils ont de plus en plus de licenciements pour inaptitude. Les conseillers savent que quand ils reçoivent des demandeurs d'emploi, ils sont de plus en plus nombreux à parler des problèmes qu'ils ont rencontrés au travail, et normalement, et notamment de la dégradation de leur santé. Et donc, ben, évidemment, pourquoi revenir en emploi quand on a été abîmé en emploi? Euh, donc, est-ce qu'on a pu discuter avec France Travail? Je dirais que cette formation, elle va démarrer en septembre. Donc, on va voir ce qu'on arrive à faire dans le cadre de cette formation. La formation des psychologues, hein. Je n'ai pas dit la formation de la Direction nationale de France Travail, ni des directeurs des agences. D'accord? Donc là, on n'est pas sur la ligne hiérarchique, on est sur un métier à l'intérieur des agences. Et c'est un métier qui est particulièrement concerné parce que quand un conseiller ne sait plus trop comment s'y prendre avec un demandeur d'emploi, qu'il bloque, quoi, voilà, il ne sait pas, il ne comprend pas, ben, il se tourne vers le psychologue pour demander ce qu'ils appellent dans la maison un regard croisé. Voilà, c'est-à-dire essayer de faire un diagnostic pour mieux comprendre où sont les points d'achoppement, les blocages, les motifs de l'immobilisation du demandeur d'emploi. Donc voilà un élément de réponse. Après, il y a un deuxième élément de réponse éventuellement, c'est qu'en fait, on est en train, enfin, de poursuivre ce travail en faisant un focus sur les personnes au RSA, puisque vous savez que depuis la loi dite plein emploi, les personnes au RSA sont inscrites d'office au travail comme demandeurs d'emploi et doivent effectuer 15 heures d'activité hebdomadaire sous peine de se voir amputés, voire supprimés du versement du RSA. Or, on sait que les personnes qui sont au RSA sont des personnes qui sont éloignées durablement de l'emploi, qui ont plus que le demandeur d'emploi moyen des problèmes de santé et sont confrontées à des situations sociales
particulièrement compliqué. Donc, la lutte continue. Ouais, je me permets de faire de tirer ces fils, Dominique, hein, mais sous votre contrôle. Mais je me dis que justement, si finalement vous décidez d'accompagner l'ensemble de psychologues de France Travail, ça pourrait être peut-être aussi pertinent de faire un lien peut-être dans les lieux où ces expérimentations que vous allez faire, enfin où ces formations se font, peut-être de faire le lien aussi avec des territoires, TZ et d'autres partenaires qui seraient intéressés à ce type de travail, ce type d'accompagnement et ces ateliers-là, pour que ce soit aussi un appui pour France Travail par la suite. C'est-à-dire qu'il y a des psychologues formés, mais il y a aussi une communauté sensibilisée à la question qui peut, elle aussi, être un relais sur ces questions de santé. Mais bon, je ferme la parenthèse et saute sous location. Je me dis que ça peut être un point suivant de travail commun. Donc, Anne-Marie? Oui, effectivement, sur cette question, lorsqu'on avait terminé notre recherche sur le chômage et santé, la GFIP était partenaire et financeur, et cette question de continuer les ateliers a été posée lors du dernier comité de pilotage, et la GFIP était 100% partant pour poursuivre l'opération avec la sécurité sociale, enfin voilà, il y a les partenaires autour de la table, mais voilà, c'est toujours pareil, quoi. C'est des vœux pieux. Après, voilà, il faut une impulsion pour que ça puisse se faire. Et pour répondre aussi à ta question, Victoria, sur un regret de ma part, c'était effectivement de n'avoir pas eu suffisamment de temps pour pouvoir mettre en fait en place des ateliers, ce type d'atelier chez TZ. Parce que les problèmes, effectivement, on les a très bien perçus chez TZ. Et en fait, comment dire, la remarque, la question de l'auditrice est tout à fait pertinente. C'est-à-dire que le milieu de travail, lorsqu'on travaille, on a un certain nombre de missions à remplir. Et les collègues de travail sont pas dans une logique thérapeutique. C'est-à-dire que c'est un travail qui doit se mener, les blessures d'enfance, tout ce qu'on a pu subir et la place qu'on aimerait reconquérir, ça peut pas se faire tout seul au travail. Le travail est un outil pour aider à reprendre place quelque part, mais le travail thérapeutique, il il doit être fait quelque part. Alors, dans des ateliers, plus ou moins loin de là où on travaille, mais on peut pas tout mélanger non plus. Voilà, mais il y a une nécessité pour les gens qui ont été abîmés par, euh, par différentes choses. Il y a une vraie nécessité de pouvoir continuer à en parler et travailler sur ces questions-là. Et nous, ce qu'on peut voir, c'est que quand c'est collectif, en fait, les thérapies, entre guillemets, les déplacements qu'opèrent les personnes peuvent être très rapides. Vous voyez, on n'est pas parti sur 20 ans de psychanalyse. Vous voyez, c'est tout à fait différent. Donc, il peut y avoir une forme d'efficacité, mais encore faut-il effectivement trouver le bon cadre. Bon, il est 15h29. Je vais peut-être vous poser la dernière question qui est sur le chat ou la boîte des dialogues, si vous préférez. Alors, donc c'est pour revenir sur la question précédente, comment faire en sorte de convaincre les décideurs publics de mettre en place donc ce type de démarche. Peut-être qu'avec ces rapprochements avec France Travail, il y a un premier élément de réponse. À vous de nous dire quelles autres idées. Et puis aussi, par rapport à cette question, il y a celle de quelqu'un. Alors, le TJ, je pense que c'est mieux de poser la question directement parce que je ne suis pas sûre de pouvoir la restituer telle que vous le souhaitez. Donc, allez-y. Je vais essayer d'expliciter ma pensée. Ouais. Donc c'est pour rebondir sur Isabelle Corso qui a tout à fait raison, hein, qu'il faut, je pense, trouver des solutions pour traiter ce sujet dès le projet TZ, hein, bien avant l'entrée en EBE. Cependant, je voulais juste un peu mieux comprendre quelque chose. Pour moi, le BE, c'est aussi une structure, un débouché TZ à part entière, importante où il y a l'inclusion qui est un des fondamentaux. Donc,
je comprends que le BE ne peut pas tout faire en termes de santé globale et que TZ doit appuyer et aider, mais pour moi, le BE a quand même son rôle à jouer sur des points de vue d'adaptation, de peut-être proposer, imaginer des serviettes hygiéniques pour la précarité menstruelle ou les problématiques menstruelles, d'adapter des lieux de poste, etc. Et en plus, ils ont une dotation de la GFI pour ça et de comment dire de aussi tenir au courant le CLE et les chargés de projet de ces questions de santé globale et voir ensemble comment on peut traiter ça parce que la santé globale ça peut être très efficace comme a dit madame Mazar, mais en même temps il y en a en termes de santé globale ça peut être toute une vie donc même au travail donc même à l'EBE ça va pas disparaître. Je sais pas si c'est clair. À peu près. Alors, Isabelle, vous avez une question et donc on vous laissera poser la question et puis après, je vous propose de clore avec la réponse d'Anne-Marie et de Dominique. Allez-y, Isabelle. Oui, je vais essayer d'être rapide. Merci pour cette intervention. Je ne savais pas du tout en quoi allait consister le webinaire, donc j'étais un peu surprise au départ, parce qu'effectivement, moi étant en EBE depuis novembre 2024 et référente handicap, en plus j'ai, on va dire, la chance d'être infirmière de métier. Mon quotidien en fait de CIP et de référente handicap, c'est ça, c'est la gestion des parcours de santé, parce qu'on sait qu'une des principales causes qui font que les personnes sont éloignées de l'emploi sont des questions autour de la santé au sens très large. Donc, j'ai pas mal d'heures de lecture qui m'attendent avec tout ce que vous nous avez fourni, c'est super. Mais dans mon quotidien, je me dis, et c'est aussi suite à la vision du film qui a été fait sur TZ, hein, sur l'utopie, qu'on est un peu comme des, vous savez, dans les groupes sanguins, il y a les donneurs universels et les receveurs universels. TZ a pour vocation d'être un peu le donneur universel d'emploi avec un principe que personne n'est inemployable, sous réserve qu'on lui fournisse les bonnes conditions pour travailler. Mais je me rends compte avec la pratique au quotidien, avec un peu de recul, qu'on n'est pas pour autant receveur universel. Donc c'est très compliqué puisque on récupère des gens qui ne vont pas bien physiquement, psychiquement, les deux étant liés ou pas, et on a finalement une contre-productivité parce que on a des gens qui sont aussi en souffrance dans le BE pour diverses raisons. J'ai pas le temps de toutes les énumérer là. Mais moi, souvent, la direction me dit, bon, mais jusqu'où on va dans l'accompagnement? Moi, j'ai des gens qui n'ont pas vu de médecin traitant depuis des années, qui sont avec des enfants en situation de handicap, qui n'ont pas le suivi adapté non plus. Il y a le problème de la langue, comment lire les courriers, comment comprendre quand on est orienté vers une association pour enfants trisomiques, l'intérêt. Enfin, il y a énormément de problématiques. Ce qui serait intéressant de voir au niveau statistique sur toute la France et sur toutes les EBE, c'est un peu le nombre de personnes, en tout cas en situation de handicap reconnu. Moi, je pense qu'on bat les records sur Bordeaux, mais on est facilement à plus de 50%. On était déjà à plus de 35% avec une situation de handicap reconnue administrativement. Mais moi, pour le vivre de l'intérieur, je peux vous dire qu'on est facilement à plus de 50%, même sans encore la reconnaissance, parce que ça se travaille, ça prend du temps. Donc je me dis, ce serait intéressant quand même de travailler en amont avec les gens qui intègrent en tant que volontaires, qui font tout un parcours de reconstruction, de projet, de formation, etc., d'aussi intégrer cette notion de santé. Là, j'ai vu quelqu'un après 3 mois de formation sur le travail, etc., très bien. Je la retrouve en tant que salarié au sein de l'EBE, on réactive un peu ce qu'on avait entamé avant sur un parcours de santé et paf, on se retrouve sur un cancer avec tous les traitements que ça va entraîner derrière. Et du coup, des 600 euros qu'elle gagnait avant, là, elle était censée gagner à peu près la même chose plus la prime d'activité, sauf que vu les arrêts fréquents pour ses examens, sa fatigabilité et tout ce qu'on peut entendre derrière, bah, se retrouve encore plus précaire aussi au niveau financier. Donc maintenant, je cours après les solutions d'aide financière aiguë et un peu chronique, comment on est en CDI et comment on ne tombe pas complètement dans la misère parce qu'on a un cancer et qu'il faut quand même payer son loyer et sa nourriture. Enfin, on a à peu près tous les cas de figure, je pense, ici. Mais je me dis, là, les EBE sont contre-productives. On a des gens qui sont en arrêt pour des raisons de travail et pas seulement pour des raisons de je me suis fait mal au dos ou ça va pas dans mon couple. On les a aussi, hein, mais voilà. Je me dis, comment on fait pour être mieux accompagné, mieux aidé? Il nous faut vraiment plus de ressources. On n'a pas d'éducateur spé, on n'a pas de psychologue. On essaye de faire des choses avec les psychologues du travail, mais bon,
c'est de la prestation, c'est deux, trois interventions. On met en place une formation sur le travailler ensemble. Mais il y a tous ces aspects-là qui sont très bien décrits par nos deux intervenantes aujourd'hui, qui sont passionnantes, mais qui ne sont pas encore assez intégrés dans tes aides. Et pour moi, c'est primordial, quoi. C'est un début, Isabelle, on y arrivera. Oh, Je sais pas si je serai encore là ou si je serai en burn-out avant, mais si, on aura le temps, ça sera. Je propose donc à Marie, Dominique, si vous voulez répondre. Mais en fait, l'analyse, vous l'avez faite, Isabelle, l'analyse, elle est, voilà, enfin, il y a du pain sur la planche, je dirais, et puis vous avez compris que vous aussi, vous devez vous protéger de tout ça. Mais en tout cas, bravo à cette opération de TZ. Enfin, nous, on a vraiment été surprises de voir tout ce qui est fait, tout ce que ça permet de lever, et ces personnes qui trouvent de la place nulle part ailleurs, mais chez TZ, bravo, bravo, bravo. Voilà, j'avais été aussi au jardin de Cocagne et j'ai vu aussi voilà l'ensemble de migrants qui ne pouvaient finalement travailler que dans ce type de structure, puisque tout le reste du marché de l'emploi leur est totalement barré, quoi. Donc c'est formidable tout ce que vous faites. Bah, le chemin est long, il y a un certain nombre d'embûches, voilà, mais il faudra collectivement, on devrait réussir à les surmonter progressivement avec les moyens qu'on peut se donner les uns et les autres. Pour, euh, pour poursuivre, moi je dirais que pour faire avancer le schmilblick sur cette question de la santé en général, au travail et dans la vie, euh, on n'obtiendra des avancées que sur la base de rapports de force. Je ne crois pas à la bienveillance naturelle des politiques publiques. Euh, je regarde par exemple la chasse aux arrêts maladie dans le monde du travail aujourd'hui. Je me dis c'est quand même un indicateur euh, d'un aveuglement aux questions de santé. Les gens ne prennent pas des arrêts de travail de complaisance. La plupart du temps, les gens se voient prescrire un arrêt de travail par leur médecin traitant parce qu'ils sont au bout du rouleau, parce que ça va pas, justement. Donc, la réponse par la sanction, que ce soit la sanction du médecin ou la sanction des personnes qui sont souvent en arrêt, est vraiment un, un instrument au service de l'aveuglement, quoi. Faire disparaître, casser le thermomètre. L'absentéisme, on le sait, hein, c'est quand même un indicateur. Donc oui, c'est une question de rapport de force. Convaincre en mobilisant les organisations syndicales sur ces questions. Je vois par exemple que dans le monde du travail, on parle de plus en plus de la nécessité d'installer des espaces de discussion sur le travail. Oui, mais donc des espaces de discussion sur la santé au travail aussi, et pas simplement sur le travail. Il faut qu'on puisse parler de la santé au travail. Je, il y a une autre voie, bien sûr, et alors là, je vais prendre plus le prisme euh, des EBE. Euh, pour avancer sur ces questions-là, il faut fabriquer des ressources collectives. L'atelier, c'est fabriquer les conditions de développement de ressources collectives. Tous les salariés de l'EBE travaillent. Tous les salariés de l'EBE ont potentiellement, plus ou moins gravement, plus ou moins depuis longtemps, des problèmes de santé, physique, psychique, combinaison des deux. Pour plein de raisons, hein. Je ne vais pas rentrer là-dedans, vous savez mieux que moi tout ça. Donc, en fait, c'est développer la paire aidance dans ces ateliers. Il faut que les gens puissent s'entraider. Et ils peuvent le faire parce qu'ils ont chacun l'expérience de comment se ménager, comment composer, comment ils peuvent aussi se stimuler. Comment t'as toujours pas été voir le Toubib alors que tu nous parles de ton problème là depuis X temps? C'est pas que les professionnels, les encadrants, les experts qui peuvent apporter du plus. Je pense que la paire aidance est centrale dans des dispositifs comme ces ateliers et les ateliers au sein des EBE. Et puis développer des ressources collectives en partenariat, parce que vous n'allez pas pouvoir empiler les casquettes. Vous ne pouvez pas être, comment dire, l'expert handicap, le psychologue, l'assistante sociale. Donc ça veut dire qu'il faut travailler en partenariat. Il faut construire des réseaux de partenariat
partout là où il y a des EBE, parce que l'EBE ne pourra pas tout porter. Mais c'est fondamental de pouvoir orienter euh, proprement, quoi. Et pas du genre, ben, allez donc voir la CAF, oh ben, allez donc voir le CMP. Non, il faut pouvoir orienter vers des personnes avec qui on a déjà établi des contacts, sinon les gens se perdent en cours de route. Mais ces partenariats, ils sont essentiels. Et ça prend du temps de les construire. Dominique, sur ce, on va, respectant un peu le temps qu'on s'est imparti, même si on sait qu'il nous faudrait au moins un deuxième, troisième webinaire pour continuer à aborder plus en détail cette question de la santé, parce que je sens qu'il y a des questions qui sont plus orientées vers la santé psychique, hein, qu'on a mentionné, mais dont on n'a pas beaucoup parlé, mais que vous avez travaillé. Il y a des questions aussi liées plus en détail, et là, ce serait peut-être intéressant de le mettre en lumière avec un travail assez conséquent qui a été développé par des collègues expérimentateurs RIS à Paris autour de la parole des femmes, et je trouve que ça parle, ça fait beaucoup écho à ce que tu disais, Dominique, puisque les témoignages ont été recueillis par des salariés de l'EBE auprès des EBE différentes à Paris. Donc il y a toute une parole sur leur expérience, leur passé et la manière comment ils sont en train de construire sa place aujourd'hui, qui peut justement être mise en lumière avec le travail que vous avez fait. Moi, il ne me reste plus que vous remercier de ce temps consacré, des éléments aussi éclairants, et puis de vous remercier toutes et tous de vous être connectés et de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin. Si vous avez des questions qui vous taraudent, parce que ça arrive toujours après qu'on ait eu des interventions comme ça, n'hésitez pas à nous les partager par mail. Ça se trouve, on peut aussi essayer d'y répondre et peut-être les partager par la suite à l'ensemble des personnes connectées. Donc c'est un dialogue qui commence, et donc à nous de le construire. Merci à toutes et à tous. Merci Dominique, merci à Marie. Au revoir. Merci à vous. Merci, merci. Merci, au revoir. Au revoir.